Bon, alors je vais essayer d'être du point de vue de l'artiste, en quelque sorte, et de vous montrer un petit peu mon parcours de manière chronologique, qui pour moi est quand même important de faire de cette manière-là, de manière à ce que vous compreniez comment d'une chose à l'autre, les choses se passent d'une série à une autre, et comment j'en suis aujourd'hui arrivée aux images, en effet, que je fabrique. Donc, un parcours chronologique, ponctué en effet de la présence des fleurs, et où vous le verrez aussi, la manière de les photographier va se modifier. Donc je commence avec la première série de photographies que j'ai montrées après l'école. Après l'école, comme vous le savez tous, plus ou moins, il y a un temps de latence où on essaye d'oublier un peu ce qu'on a appris en faisant d'autres choses. Et de fait, le minimalisme, lors de mon enseignement, donc l'art américain, ce courant d'art minimal, qui était un courant d'art principalement de sculpture, avec des objets très épurés, voilà, qui amenaient le spectateur à avoir une expérience physique, avant tout, une expérience de son propre corps grâce à cette œuvre d'art qu'il fallait parcourir en quelque sorte, m'avait amené, moi, à une espèce de réductivisme formel dans ma pratique photographique, ce qui fait qu'à la fin de mes études, je photographiais quasi uniquement des sources de lumière, donc il n'y avait aucune représentation, aucune narration, mais voilà, c'était vraiment une sorte de radiographie, ça s'apparentait à des radiographies, sans forme, uniquement de lumière. Donc il a fallu que je repeuple mon univers, et c'est ce que j'ai fait avec mes premières séries de photographies, dont celle-ci, qui date de 93, qui a été la première à être montrée en galerie à Paris. Alors c'est une série de photographies ces photographies sont faites sur site, c'est-à-dire dans les magasins de cristal. J'apporte mon appareil, un trépied, je suis en pose longue. J'ai besoin d'une grande profondeur de champ, de manière à ce que tous les points de l'image soient nets de façon équivalente. Donc il n'y a pas de flou, de net, il n'y a pas de notion justement de perspective. Tout est très aplati, très bidimensionnel. Et ça s'explique aussi par l'enseignement que j'ai eu, qui est un enseignement donc des classiques des beaux-arts, et où on m'a parlé principalement de peinture et de sculpture, et quasiment jamais de photographie. Donc je viens en quelque sorte de la peinture, de l'abstraction. En effet, on m'a beaucoup parlé d'art baroque également, mais pour moi, si vous voulez, l'art baroque et l'art minimal, ce sont comme deux grands opposés qui se rejoignent, puisque l'art minimal, quelque part, c'est un art qui est aussi très théâtral. Il y a une théâtralité des œuvres minimales. Peut-être vous connaissez les sculptures de Richard Serra, qui est un des artistes les plus connus en France en tous les cas, ou de Carl André. Enfin, ce sont des œuvres qui ont une espèce de présence théâtrale, tout comme l'art baroque, évidemment, qui a une visée, enfin qui a un souci de l'immédiateté, de la compréhension immédiate par les foules des pèlerins, et qui se doit donc d'être d'une compréhension immédiate. Voilà, donc il y a aussi un effet très théâtral dans la peinture baroque et dans la sculpture baroque. Et donc moi, finalement, mon travail, il est cette espèce de condensation de ces deux grands mouvements qui jouent à la fois sur l'illusion, la théâtralité, l'effet de présence. Et dans cette série, en l'occurrence, ces photos d'objets ne sont pas réellement des photos d'objets, mais plutôt des portraits d'un objet qui, pour moi, à l'époque, est une sorte de substitut, de métaphore d'un corps traversé par la lumière. Parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que quand mes enseignants me parlaient d'art minimal, d'art conceptuel, d'art baroque, etc., il y avait une sorte de... Moi, j'étais à l'école dans les années 80, et il y avait à cette époque une espèce de censure sur la représentation. Dans les galeries, on ne montrait pas du tout de peinture figurative, c'était absolument interdit.
on montrait surtout des artistes américains issus de l'art conceptuel. Et donc, de fait, je ne pouvais pas, dans mon travail, photographier des personnes pendant très longtemps. Donc les objets sont venus comme des substituts, des métaphores de cette présence ici, une présence physique, puisqu'à l'époque, c'était aussi beaucoup la matière des choses qui importait. Et je pourrais dire qu'il y avait quasiment une sorte d'osmose entre l'aspect lumineux de ces objets, donc ici les objets en cristal, et la nature même de la photographie comme empreinte lumineuse des objets. Donc comme vous le voyez dans ces images, je suis aussi à une sorte de limite de lisibilité de l'objet, donc il y a vraiment un effet de all-over. Toute la surface de l'image est occupée de la même manière, et ça c'est directement issu de l'influence qu'a eu sur moi l'expressionnisme américain, des gens comme Pollock et toute cette génération. Donc voilà, je suis dans cet entre-deux à l'époque, entre la représentation et l'abstraction. Et mon souci, ma ligne, mon but, c'est de me rapprocher de l'humain. Et je me demande comment faire. Donc, première étape, ces objets dans les vitrines des magasins à Paris. Et puis, seconde étape, là je vais vous montrer les séries qui me paraissent les séries phares pour comprendre mon évolution. Je ne vous montre pas évidemment toutes les séries. Deuxième étape, on me fait la commande au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais. On me donne une carte blanche sur les collections et je choisis de photographier ces robes telles qu'elles sont conservées dans les réserves du musée, dans ces boîtes. Et bien évidemment, pour moi, c'est une occasion en or d'évoquer l'humain par un effet d'absence, puisque ces robes sont vides, mais en fait, elles sont comme pleines de la personne qui les a portées. Et je m'empare de ce sujet, toujours dans ce souci que j'ai d'évoquer une présence humaine à travers principalement le corps. Le corps des choses, à l'époque, c'est plutôt le corps des choses que le corps de véritables êtres humains. Donc évidemment, là, sur une projection, c'est très difficile de se rendre compte de ce qu'on peut voir, mais il y a aussi tout ce qui est, et là c'est une notion qui est très photographique, tout ce qui est transporté d'histoire de cet objet, c'est-à-dire que ce sont des tirages qui font 2,50 m de haut par 1,20 m de large, donc très agrandis. Et on peut voir toute la beauté de la dentelle, justement grâce à cet agrandissement que permet la photographie. On peut voir, et c'est toute l'histoire de cette robe en fait qui nous est montrée, qui nous est transmise par la photographie. Puisque comme tous les artistes, je suis très proche de mon médium, et donc je l'utilise de manière inconsciente, mais dans toutes ses dimensions, mais aussi dans ces dimensions de porteurs d'histoire et de souvenirs et de traces, enfin, voilà. Donc là, il n'y a pas de mise en scène de ma part, hein, je suis au-dessus, ce sont des photographies qui sont faites à la chambre 4-5 inches, avec un objectif grand angle, qui me permet d'être très près de l'objet, un petit peu comme si j'étais dans la boîte, avec cette robe, dans une sorte de proximité. Et ensuite, je fais un redressement de perspective avec ce que permet la chambre photographique, de manière à ce que les perspectives ne soient pas trop déformées par le grand angle. Et j'obtiens cette image où on est vraiment quasiment dans la boîte avec la robe, quoi, hein. Bon, pour ceux qui de manière un peu plus technique, si vous imaginez cette photographie faite avec une focale plus longue, je n'aurais pas eu cet effet du volume de la boîte et j'aurais été dans une image beaucoup plus plate et beaucoup moins incarnée, quoi, beaucoup moins vivante en quelque sorte, puisque mon but c'était aussi de donner vie ou de redonner vie à ces robes et donc par extension aux gens
aux femmes qui les avaient portés. Ensuite, je vous montre cette série des miroirs, donc, dont on vous a déjà parlé en introduction, qui en effet est importante dans mon travail. Je suis à Venise, toujours sur site, c'est-à-dire dans un miroitier, chez un miroitier vénitien. Je suis dans son showroom et cet espace me donne déjà ce que l'image va devenir, c'est-à-dire les murs sont noirs et il y a des multitudes de différents modèles de miroirs accrochés sur ces murs. Donc je travaille un petit peu comme un cinéaste qui fait des repérages pour trouver les meilleurs lieux pour tourner. Et là, ce lieu pour moi est parfait parce que il va me permettre de photographier un miroir reflétant d'autres miroirs et il n'y a aucune présence humaine. Alors, donc il y a déjà une première chose qui cloche puisque ce miroir ne reflète personne en quelque sorte, sauf lui-même, dans une sorte de mise en abîme presque un peu absurde. Et là encore, c'est une manière pour moi de me rapprocher de l'humain, encore une fois par un effet d'absence avec un objet très symboliquement rattaché à l'humain. Alors là encore, on peut difficilement parler de photographie d'objets, puisqu'on a plutôt l'impression que je fais une sorte de radiographie de ces objets, une radiographie qui tient à l'aspect lumineux de ces objets. Ce sont des objets dont la nature est principalement lumineuse, c'est-à-dire c'est des choses qui brillent en quelque sorte, comme le cristal de tout à l'heure. Donc tout est fait à la prise de vue, il n'y a pas de montage a posteriori en post-production, et déjà on voit que la photographie que je fais n'est pas une photographie très orthodoxe, c'est-à-dire en effet elle ne documente rien, elle est silencieuse, il n'y a pas de message très clair, elle fonctionne de manière poétique, c'est-à-dire métaphorique, par métaphore, et non pas par narration ou par un message clair. Et ça, c'est une chose qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est fait avec des films noir et blanc, il n'y a pas du tout de digital ou de choses comme ça. Donc, première apparition de la fleur en 98. J'achète des petits bouquets dans le fleuriste à côté de chez moi, donc ici des rodoncules, et je les photographie à la chambre 4-5 inches, mais dans une sorte de semi-contre-jour. Donc j'éclaire fortement un mur blanc derrière le bouquet, et ces fleurs, ces bouquets apparaissent comme des espèces de... Là encore, c'est une manière de photographier des fleurs un peu probable, puisque je les photographie comme si elles étaient brûlées en quelque sorte, comme si elles étaient en train de se transformer en une chose qui allait se solidifier ou au contraire se répandre en cendres. Donc il y a toujours dans mon travail aussi cette question de la métamorphose des choses, puisque la photographie, la manière dont vous allez photographier les choses ou les personnes va évidemment donner un point de vue, parce que pour moi la photographie c'est un art de la vision, un art du regard, qui va véritablement transformer ce que vous allez photographier. Et il n'y a pas deux photographies qui soient identiques, sur un même sujet. Ça n'existe pas. Donc tous les choix qui sont faits pour faire la photographie, les choix de l'optique, les choix de la lumière, les choix du noir et blanc ou de la couleur, sont des choix qui vont modifier votre sujet. Et ça, c'est très important dans mon travail. Je suis toujours dans une recherche de la métamorphose. Donc, métamorphose des fleurs, je leur enlève la couleur, ça c'est une chose importante. Donc, elles deviennent des fleurs en noir et blanc. Et puis, cette espèce de lumière qui les présente comme des sortes elles sont en train de
ouais, de se transformer ou de disparaître en quelque sorte. Alors, je reprends le cours chronologique. 2 ans après, je photographie des carcasses de voitures. Comme vous le voyez, elles sont des voitures accidentées que je photographie dans des casses automobiles. Et pour moi, cet objet aussi, c'est un petit peu comme le miroir qui se serait métamorphosé ou brisé, en quelque sorte, puisque cette voiture appelle l'humain, puisqu'on imagine immédiatement les gens qui habitaient ces voitures et qui sont aujourd'hui absents. Alors, c'est pareil, cet objet, il faut qu'il brille pour moi, pour faire le lien avec l'univers de mes objets auparavant. Il faut que cette voiture soit dans une espèce aussi, elle, de métamorphose, parce que pour moi, ces photographies, comme vous voyez, je ne suis pas au sol, je suis en plongée, donc je suis sur une grande échelle, et je photographie la voiture au sol, ce qui fait qu'elle est redressée à la verticale, comme les robes de dentelle, qui est déjà un point de vue non naturaliste, qui est un point de vue qui va déjà métamorphoser cet objet comme une sorte de grande sculpture, comme un objet emblématique. Et les photographies sont faites à la lumière du soleil. Et la voiture devait être de couleur sombre pour que justement tous les éclats de la tôle froissée deviennent véritablement des éclats. Alors, quand je fais ça, je fais aussi une photographie de l'énergie de l'accident, du moment de l'accident. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de... Là aussi, c'est très photographique, c'est-à-dire que la photographie fige le mouvement, et là, c'est comme si elle venait figer une deuxième fois l'énergie cinétique du moment de l'accident. Et donc, c'est pour ça aussi que pour moi, ces photos ne sont pas morbides, mais plutôt mortifères. C'est-à-dire qu'il y a aussi là, dans ces images, une transformation, une énergie qui nous est transmise et qui est porteuse d'énergie. Voilà, c'est une énergie blanche, en fait, qui nous est transmise. Et c'est pour ça que ce sont, pour moi, des objets aussi en mouvement, d'une certaine manière. En transformation, en mouvement. Alors, ensuite, je vous montre l'apparition de la figure humaine dans mon travail en 99, après les carcasses de voitures, les corps cabossés, en quelque sorte. J'ai eu l'envie de faire ces photographies en voyant des magazines de fitness, en attendant dans une gare. Je regardais les magazines et je tombe sur une couverture avec un bodybuilder en couverture et je me dis, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Je sais pas très bien pourquoi, mais je me dis, tiens, je vais faire ça. Donc je me mets à la recherche de bodybuilders, je passe des annonces dans ces magazines, mais ça donne rien. Et puis un jour, j'appelle un rédacteur en chef de magazine qui me dit, mais non, vous devez venir sur des compétitions. Vous contactez les organisateurs des compétitions et vous venez sur les compétitions et c'est là que vous pourrez faire vos photos. Je fais ça, je viens. Pour la première fois, je suis obligée d'apporter des flashs puisque ces compétitions se déroulent dans des lieux très sombres. Ça peut être des gymnases ou des hôtels en bordure d'autoroute, enfin des lieux très peu éclairés. Donc tout d'un coup, j'ai besoin d'apporter de la lumière. Donc ce sont mes premières photographies en lumière artificielle et j'amène un fond blanc qui tout d'un coup va découper en effet les limites d'un corps sur un fond blanc. Et donc le all-over qui existait au départ va se transformer en une silhouette qui va se découper. Ceci dit, ce que vous pouvez observer, c'est que j'ai la même lumière sur ce corps que la lumière que j'ai sur mes carcasses de voiture, que j'ai sur mes objets brillants. Sauf que là, tout d'un coup, il s'agit d'un être humain. Mais, comme vous le voyez aussi, cet être humain, il est entre deux états, il est entre l'objet et l'humain. Et ce que vous allez pouvoir constater aussi, c'est que tout ce que je photographie, en fait, ce sont que ce soit les objets ou les hommes ou les humains,
ce sont des choses ou des êtres qui sont destinés à être vus. Les miroirs, ce sont des objets décoratifs. Les objets en cristal, ce sont des objets pour faire des belles tables, ce sont des objets d'apparat. Donc tous ces objets sont destinés à la vue, en quelque sorte, au décor, à la décoration, voilà, à être vus. Et les typologies de personnages que je vais choisir, eux aussi, je vais constater que ce sont des personnages qui se destinent à être regardés. Donc les bodybuilders, en effet, sont dans une exhibition de leur musculature. Et va apparaître aussi, à ce moment-là dans mon travail, la notion de stéréotype, qui va se confirmer par la suite avec d'autres sujets, à savoir que toutes les typologies, là encore, que je vais photographier, vont être des personnes qui veulent se transformer en autre chose que ce qu'ils sont, qui veulent se transformer quasiment en images. Et en l'occurrence, pour les bodybuilders, ce sont des gens qui veulent adhérer au stéréotype de la beauté antique, en quelque sorte, qui veulent se transformer en sculpture antique. Et c'est pour ça qu'ils font ce travail de métamorphose sur eux-mêmes. Et j'ai aussi constaté, en faisant les photos avec eux, je suis aussi immergée dans un milieu à chaque fois, même si la photographie est totalement décontextualisée. Je parle avec eux, je suis donc durant des compétitions, etc. Et je comprends, sans comprendre, parce que tout ça c'est une sorte d'empathie qui se fait avec la photographie, qui est un médium très empathique en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je comprends que ces gens sont dans une quête de beauté et que les bodybuilders, la solution qu'ils ont trouvée pour s'accepter, pour se trouver beau, c'est de faire ce travail de musculature. Voilà. Comme par la suite, lorsque je vais photographier des transsexuels, je comprends que ces transsexuels ne sont pas tellement dans une recherche de changement d'identité sexuelle, mais dans une recherche de beauté, et donc de devenir une femme, puisque, comme vous le savez, il est écrit que la femme n'est pas l'avenir de l'homme, mais que l'homme est plutôt le brouillon et que la femme est donc plus réussie que l'homme d'un point de vue plastique en tous les cas. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, les mariées marocaines, donc une année après, j'ai cette idée, pour vous dire, ce sont des petites intuitions qui me viennent à l'esprit, que je ne sais pas expliquer, mais que je poursuis jusqu'à trouver ce que je cherchais en fait. Donc je trouve en cherchant, et pas avant. Donc j'ai cette idée de faire des photos de mariage. Je fais des photos de mariage en robe blanche, etc. Bon, je trouve ça pas très intéressant. Et puis un jour, il y a cette jeune mariée marocaine qui m'appelle, parce que j'avais laissé des petites annonces dans des boutiques de robes de mariée. Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'époque. Et cette jeune fille m'appelle en me disant « Je suis marocaine, est-ce que ça vous intéresse ?» Je lui dis « Oui, bien sûr ». Donc je vais à son mariage et là je découvre ces robes incroyables qui sont comme des décors de théâtre posés sur un corps, quoi, comme des rideaux de scène, comme des... et là, je me dis, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je veux. Et après ça, je vais chercher donc uniquement des mariages marocains. Alors, apparaît pour la première fois le visage d'une femme, mais elle est uniquement un élément de la surface décorative qu'est la robe. Elle fait partie du décor. Et son corps, comme chez les bodybuilders, finalement, il est annulé. Enfin, elle n'a pas de corps. Comme les bodybuilders, on peut dire, n'ont pas de corps à force d'hypertrophie, quoi. Donc, finalement, on pourrait dire que c'est la version au féminin des bodybuilders, ces mariées marocaines. Et puis, comme vous le voyez, il y a quand même un rappel de ces dessins ornementaux qu'on pouvait retrouver sur les miroirs vénitiens. Voilà, il y a cette présence aussi de motifs floraux ou issus de la fleur. En tous les cas, la fleur devenue décor qui se retrouve dans ces robes.
et qui est aussi pour moi une manière de travailler cette bidimensionnalité, cet aspect décoratif de la photographie. Donc, statut de la femme ramené à un statut de décor. Alors, les transsexuels dont je vous parlais à l'instant, les voilà. Donc, ils sont photographiés de manière très frontale, sans artifice, pas du tout dans une perspective comme on peut le voir aujourd'hui ou comme d'autres photographes ont pu le faire dans des époques, pas du tout dans un côté glamour ou sensationnel ou sexuel, mais beaucoup plus dans un côté clinique. Une photographie donc très refroidie, distanciée par rapport au sujet, mais qui va avoir cet effet, paradoxalement, d'irréalité. Par un excès de réalisme, ça provoque presque un effet d'irréalité quoi, dans ces visages. Comme un collage ou comme une espèce de morphing ou quelque chose clocherait, quoi. Ensuite, la même année, je photographie ces jeunes femmes noires, toujours dans cette recherche à la fois à l'époque, je me disais, c'est une recherche d'identité, mais en fait, plutôt c'était une recherche de beauté. Hein. Et là, avec les femmes noires, donc là, c'est du casting sauvage. Je suis dans la rue et je cours après les jeunes filles, en leur tapant sur l'épaule, en leur disant, ben voilà, je voudrais vous photographier. Et comme je suis une femme et que je suis à peu près toujours je suis déjà en âge d'être leur maman, je leur fais vraiment pas peur. Donc certaines me disent oui. Et donc là, vous le voyez, c'est aussi un protocole de prise de vue très défini, puisque je les schématise en quelque sorte avec... je leur mets un t-shirt blanc, col bateau, donc pas un col rond, mais un col bateau, qui va découper comme ça leur buste de manière comme un buste. Elles ont ces coiffures qui dessinent le crâne de manière très, très sculpturale aussi. Elles ont une peau... Ce sont toutes des Sénégalaises, parce que les Sénégalaises, d'abord, sont très très belles. Elles ont une peau très noire, elles ont des yeux très en amande, très blancs, et elles ont un visage très plat. Donc, toute qualité qui pour moi, évidemment, était importante pour faire la photographie. Alors, quand je fais ça, en effet, j'enlève la vie à mon modèle d'une certaine manière, hein, en la schématisant. C'est presque une photographie anthropométrique. J'en fais un objet, une sculpture, mais en même temps, si vous voulez, cette jeune personne, son caractère vivant va résister à travers la peau et la brillance de la peau. C'est-à-dire que quand on est face au tirage, qui là encore est très défini, tous les petits accidents de la peau sont visibles et cette brillance de la peau noire, elle aussi est transmetteur de vie. Donc on est dans cette espèce de paradoxe déjà, et comme ça va se confirmer, entre quelque chose de vivant et de non vivant, avec ces portraits. Alors, s'il fallait trouver un stéréotype auquel elle aurait voulu adhérer, ces jeunes femmes noires, je pense que là, c'est plutôt une projection de notre sculpture blanche qui les transforme en objets d'art. C'est plutôt nos fantasmes à nous qui fonctionnent ici, au contraire des transsexuels ou des bodybuilders. Alors, en 2003, un tournant dans mon travail, avec les photographies de mannequins de vitrine. Donc ce sont non pas des personnes réelles, mais des objets en fibre de verre, en plastique. On est à l'époque de l'apparition de Lara Croft et toutes ces héroïnes un peu issues de mondes d'arrière-monde déjà. Et je trouve, en cherchant toujours, des mannequins très réalistes. Ce sont des mannequins qui étaient faits à l'époque par une marque londonienne qui s'appelait Adele Routstein et qui était un petit peu la Rolls-Royce du mannequin réaliste,
puisque ces mannequins étaient faits à partir de moulages réalisés sur des vraies femmes. Et on avait les jambes d'une femme, les bras d'une autre, le visage d'une autre. Donc des êtres hybrides avec une perfection réaliste incroyable, quoi. Donc on pourrait dire, oui, on pourrait dire que c'était déjà des photographies en 3 dimensions, puisque ce sont issus de moulages, hein, donc issus d'empreintes. Alors ce que j'ai fait, c'est très simple. Je les ai photographiés en noir et blanc, avec une lumière très douce, une boîte à lumière qui fait un éclairage très diffus, de manière à modeler au maximum le relief de cet objet. Et après, c'est la magie du point de vue aussi que j'adopte, qui est le point de vue qui va être le point de vue le plus illusionniste sur cet objet, qui évidemment, si vous le voyez, si je l'avais photographié en couleur, par exemple, on aurait eu beaucoup moins cette sensation, cette illusion du vivant qu'en noir et blanc. Et alors, quand on se rapproche de loin, on peut se dire, ah ben oui, tiens, une jolie femme, ok, très bien. Mais quand on se rapproche, ce qu'on voit, c'est que tout est faux. On voit que les yeux sont peints à la main, on voit que les sourcils sont peints, on voit les traits de pinceau. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment autour de cette série d'ailleurs que Clément Chéroux avait orienté cette notion d'inquiétante étrangeté, puisque tout d'un coup on ne reconnaît pas ce qu'on a cru voir au départ. On ne reconnaît pas ce que l'on voit. Et là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup notre imaginaire est remis en route et on s'interroge de manière tout à fait intuitive et inconsciente sur qu'est-ce qu'une chose vivante, quelle est la différence entre un vrai visage et un faux visage, pourquoi ces femmes, enfin, on est amené à une expérience qui ramène à soi. Parce que je pense qu'une œuvre d'art, avant tout, c'est quelque chose qui nous ramène à soi et qui, par le biais de l'imaginaire, nous permet de nous retrouver, en quelque sorte, de retrouver des valeurs qui ont tendance à ne pas apparaître dans le réel, à ne plus apparaître dans le réel, qui est brouillé de toutes parts. Donc évidemment, là encore, vous voyez cette ambivalence dans mon travail. Ce sont déjà des femmes qui regardent au loin et qui ont un aspect pensif, qui sont déjà, on pourrait dire, plongées dans leurs pensées. Ça, c'est une chose que je vais retravailler avec les personnes qui seront des personnes vivantes. Michael Jackson, en 2003, je fais une série de sosies, des photos de sosies de Michael Jackson. Je voulais faire des photos de sosies, j'ai commencé par faire des photos de sosies de Britney Spears, de Madonna, mais en fait c'était pas assez radical parce qu'on voyait des gens et on comprenait pas très bien à qui ils ressemblaient. Alors j'ai pensé à Michael Jackson, puisque évidemment lui aussi s'est transformé, comme les bodybuilders. Lui aussi a voulu adhérer à un stéréotype, un idéal qui était le sien, à savoir à la fois la femme et la beauté blanche. Donc un double stéréotype qui a fini par le détruire. Et ce que je montre là, finalement, ce sont des gueules cassées. Et par un effet, justement, de sens, ce que je montre là aussi, c'est la dangerosité d'une société mimétique qui est la nôtre, où toutes sortes de stéréotypes nous sont montrés chaque jour, auxquels il faudrait adhérer, pour leur prendre leur pouvoir, voilà, parce qu'un stéréotype c'est la garantie d'un pouvoir, ça donne du pouvoir, hein, c'est un peu comme des idoles, des archétypes, et en même temps si on excède les limites, c'est vouloir adhérer à ces stéréotypes est destructeur. Donc les métisses, en 2006, là encore, des jeunes filles qui vont... Alors vous voyez, par rapport aux femmes noires de 2001, la couleur intervient, et on pourrait presque dire que ces jeunes filles sont presque moins vivantes
que les femmes noires que j'ai voulu comme ça transformer en sculpture, parce que la peau ici devient un aplat coloré et elle est beaucoup moins vivante que la peau en noir et blanc. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, et ce que vous pourrez constater par vous-même en regardant des photographies, et même dans l'exposition au centre, c'est que le noir et blanc donne la part belle à la texture des choses, alors que la couleur donne la part belle à l'aplat coloré, à la couleur, à travers l'aplat. Et ça, c'est une donnée fondamentale pour moi du choix que l'on peut faire aujourd'hui entre noir et blanc et couleur, pour un sujet. Donc là, la couleur s'impose, et du coup, elle va déréaliser mon sujet, qui est lui-même dans une espèce de process de déréalisation, puisque ces jeunes filles mettent des cheveux tissés sur leurs vrais cheveux, qui sont des cheveux lisses, en plastique. Elles mettent des lentilles de couleur claire pour avoir les yeux clairs. Elles ont des peaux assez claires, et elles s'habillent comme ça, tout comme une sorte de cordonnée colorée, pour apparaître comme des poupées, en fait, hein, comme des... Donc c'est l'époque aussi de cette musique, comment on dit, de Beyoncé, enfin c'est le début de Beyoncé, toute cette musique à la fois pop et issue d'une communauté afro-américaine, mais qui néanmoins veut adhérer à une beauté qui est la beauté blanche. Voilà, encore une fois. Alors, revenons aux fleurs, avec justement la série qui est montrée au centre. On est en 2008. La fleur revient régulièrement dans mon travail. Vous le verrez, elle va revenir ensuite dans les surimpressions. Et là, j'ai envie de photographier des bouquets. Alors, comment faire pour photographier des bouquets? C'est tout l'enjeu de l'exposition, d'ailleurs. Il y a des multitudes de manières d'envisager ce sujet, qui est un sujet vraiment qui appartient à la tradition de la nature morte et de la peinture. Et donc, j'ai cette idée, là encore, de m'éloigner de l'iconographie traditionnelle où on aurait posé un vase sur une table et fait une photographie, qui en soi déjà est toute une aventure. Et je fais des bouquets qui sont grands, qui sont à peu près de 20 cm de haut, donc très petits. Enfin quand je dis je les fais, c'est pas moi qui les fais, c'est un styliste fleur qui est absolument génial. Je les fixe sur un petit grillage, le grillage je le fixe sur un tuyau en PVC fait pour la plomberie. J'achète une planche que je troue du diamètre de ce tuyau, qui va me permettre donc de rapprocher ou d'éloigner le bouquet du plan, de ce plan qui est derrière le bouquet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je veux obtenir, ce sont ces ombres que vous pouvez distinguer sur le fond, ces ombres projetées, que je veux aussi nettes que le bouquet. Je veux pas qu'il y ait des ombres floues, comme on a en général, hein, quand on a les ombres projetées d'un objet sur un mur, en général, vous verrez qu'elles sont floues très vite. Et elles sont nettes uniquement quand la source de lumière est très éloignée, c'est-à-dire quand c'est le soleil. Et là, j'avais trouvé une source un éclairage qui reproduisait la ponctualité d'une source de type solaire. Et donc, ce que j'aime dans ce travail, c'est la confusion des plans, la confusion des vraies fleurs et de leur ombre portée. Le travail que je fais aussi en post-production est important parce que je vais solariser mon image en noir et blanc, c'est-à-dire que la solarisation, vous savez, c'est un procédé qui a été découvert par Man Ray au hasard d'une manipulation en laboratoire qui fait que les valeurs du noir et blanc s'inversent ou s'irisent. Donc les blancs vont devenir des aplats gris ou des aplats noirs. Enfin, il y a une modification du rendu photographique qui est vraiment très reconnaissable et qui, là encore, va gommer
pour le coup, va gommer la texture des choses. Donc ici, la texture de la fleur va être gommée par la solarisation. Ce qui fait qu'on a un petit peu l'impression, et aussi par le dispositif que j'ai fait, ces fleurs sont un peu comme en lévitation. Et c'est à la fois comme si elles étaient un peu irradiées. Pour moi, c'est un peu des espèces de bouquets oniriques, déjà des fabrications un peu mentales, et qui sont comme irradiés aussi, c'est-à-dire un peu des bouquets, alors pas post-nucléaire, ça veut pas dire grand-chose, mais quelque part, oui, quelque part, il y a cette idée que la fleur, comme mes premiers bouquets que vous avez vus tout à l'heure, ont subi une transformation violente, enfin une transformation comment on pourrait dire, comme s'ils étaient brûlés, quoi. Mais là, il y a un aspect onirique qui est introduit grâce à ce tirage qui est très monochrome, à cette composition qui est très détaillée avec beaucoup de détails, beaucoup de fleurs de différentes tailles. Enfin voilà, c'est comme une orfèvrerie ou une marqueterie de fleurs. Alors vous le verrez dans l'exposition, le tirage aussi a son importance parce que c'est un tirage que j'ai fait sur un papier très texturé. Qui n'est pas un procédé d'impression photographique Epson habituel. J'ai travaillé avec des encres polymérisées qui viennent donc sur ce papier arche et qui donnent un aspect satiné au tirage et qui va renforcer aussi cet aspect très peu réaliste de la photographie. Alors, troisième présence de la fleur dans mon travail, avec ma deuxième série en surimpression, où je fais des photos de jeunes filles, de vraies jeunes filles que je stylise en beauté iconique des années 50, un petit peu à la Jackie Kennedy ou Simone de Beauvoir, donc une beauté très stricte, tirée à 4 épingles. Et par ailleurs, je fais des photographies de bouquets de fleurs qui ensuite vont être fusionnées sous Photoshop pour réaliser les images finales. Alors, comme vous le voyez, là aussi, il y a une sorte de double mouvement entre la vie, le vivant et le non-vivant. À la fois, ces jeunes filles sont des vraies jeunes filles, elles sont vivantes, mais elles sont réduites ou elles sont ramenées à un état de décor, au même titre que la fleur est un motif décoratif, la femme est un motif décoratif dans ces images. Par ailleurs, les fleurs sont des vraies fleurs, mais là encore, j'ai solarisé les images, ce qui fait que là encore, toute la texture, les nervures des feuilles, les nervures des pétales, etc., va disparaître au profit d'un aplat coloré, plus ou moins coloré. Donc là encore, il y a quelque chose qui n'est pas si naturel dans la fleur. Néanmoins, il y a, là encore, la persistance de la vie, parce que, encore une fois, quand on voit les vrais tirages, on sent que la fleur persiste à vivre, que la fleur éclot comme ces jeunes filles éclosent, et il y a vraiment une sorte d'équivalence entre la jeune fille qui éclot et la fleur qui éclot. Dans un paradoxe comme ça de mise à distance de la vie. Alors, pourquoi cette mise en scène, pourquoi ce style pour ces femmes, ces jeunes filles? En fait, je voulais avoir du décor autour du visage, d'où ces coiffures montées, on pourrait dire, pour avoir des surfaces dans lesquelles je pouvais introduire les fleurs, pour que les fleurs puissent se mélanger au personnage. Il me fallait des surfaces autour du visage, parce que imaginez cette jeune fille avec les cheveux tirés, la fusion aurait été moins évidente. Et puis les colliers de perles, finalement, reproduisent les boutons de fleurs et induisent aussi une équivalence formelle entre les deux sujets.
Donc là, inutile de vous dire que les fleurs, j'aurais pu ouvrir une boutique. Hein. Donc il y avait distribution de fleurs après les prises de vue dans le quartier. C'était chouette et en plus ça sentait vraiment très 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 bon. Alors, je reprends le cours de ma chronologie. Là aussi, il y a des fleurs d'ailleurs, hein, mais ce sont des fausses fleurs pour le coup, avec la série des natures mortes en 2014. Donc là, mon travail a évolué avec le digital, comme pour la série précédente. Inutile de vous dire que cette série-là, je n'aurais pas pu la faire sans Photoshop. Cette fusion-là est impossible à faire avec 2 négatifs et un agrandisseur. Il faut vraiment travailler avec cet outil très sophistiqué et surtout très précis, puisqu'il fallait enlever des couleurs, il y en avait beaucoup trop. Il y avait les feuilles vertes, les couleurs des fleurs, le maquillage, la peau. Il y avait une espèce de cacophonie colorée dans les images au départ. Et donc, il fallait absolument que je fasse une réduction chromatique pour que ça ne fasse qu'une seule chose. Et ça, sans Photoshop, c'est quasi impossible. Donc, je m'empare de cet outil et j'exploite toutes ces possibilités en termes de chromatisme, de précision, de modification, etc. Donc ici, les natures mortes, je les fais à l'atelier. J'achète des tonnes d'objets en plastique dans les bazars parisiens. Et je fais ces compositions qui sont composées de manière relativement classique. Hein. On peut les comparer aux natures mortes hollandaises de manière très, très évidente. Sauf qu'ici, tout est en plastique, tout est faux. Tout a perdu sa valeur d'usage. Et du même coup, par un effet de comparaison avec l'origine qui est la nature morte, avec des vraies fleurs, de la vraie viande, un vrai crâne, eh bien, on est amené à se dire que là encore, quelque chose ne va pas, quoi. Et en l'occurrence, quelque chose ne va pas dans notre société consumériste, où tous ces objets ne servent à rien, provoquent un grand chaos, sont des immondices en fait, parce qu'au sens propre du terme, ils sont en dehors du monde. Donc c'est pour ça que j'ai eu avec cette série le prix Pictet, dont le thème était Disorder, donc désordre, parce qu'en effet c'est la représentation d'un désordre du monde, ou peut-être d'un nouvel ordre du monde. Donc là le crâne, en fait c'est une bougie décorative. Et là, toutes ces têtes sont des têtes, comme vous voyez, des têtes de mannequins en plastique. Donc là encore, ça fonctionne de manière métaphorique, puisqu'on pourrait imaginer que finalement, tout ce magma, ce tourbillon d'objets, est la métaphore d'un désordre mental, quoi, ou d'une... Alors les All-Stars, en 2016, à nouveau une surimpression, donc là je n'utilise plus les fleurs, mais finalement c'est assez proche. Je fais des portraits de jeunes filles, donc là dans un style on pourrait dire un peu plus contemporain, plus moderne. Et je les mélange avec des couvertures de comics américains qui, pour moi, ne sont pas narratifs, en tous les cas vont perdre leur aspect narratif pour se transformer en une sorte de métaphore de ce que ces jeunes femmes pensent. Voilà, comme une sorte de métaphore du tourbillon de leur pensée. Parce que ce qui était intéressant pour moi dans ces comics, c'est qu'ils étaient extrêmement composés, mouvementés, dynamiques, parce qu'il y a les bons, les méchants, il y a une action, il se passe quelque chose. Et donc du coup, c'est extrêmement dynamique. Il y a les bulles, il y a... Et du coup, en effet, il y a une sorte de rencontre entre ces portraits introvertis, silencieux, presque dans un style un peu dépressif, on pourrait dire, hein, avec cette lumière qui est une lumière de type, comme dans le cinéma noir américain, où parfois on voit même pas les yeux. Donc il y a une espèce de manière de photographier le personnage qui est une manière psychologique et non pas physique. Donc je photographie ces jeunes femmes de manière psychique, psychologique, et la surimpression va donner tout son sens au portrait.
Donc là encore, ce sont des images qui restent silencieuses, puisque le comics a perdu toute forme, toute narrativité. Alors, en 2017, les Painted Lady se passe un peu le même phénomène que dans les All-Stars, c'est-à-dire cette espèce de... ces jeunes filles dans une espèce de fixité, de non-expressivité, on pourrait presque dire d'absence à elles-mêmes, et ici qui est contrebalancée par l'expressivité du maquillage qui s'apparente à de la peinture et qui va, pour moi, dans ce cas-là, fonctionner là encore comme l'équivalent de ce qu'elle pense. C'est-à-dire que l'expressivité de la touche se substitue à l'expression de leur intériorité. Voilà. Il y a une espèce de paradoxe, si vous préférez, entre l'aspect inerte des portraits et l'aspect expressif de la touche. Et donc ce paradoxe dans l'image est l'équivalent pour moi du paradoxe qu'on pouvait trouver dans mes premières images où on avait voilà, ce mouvement contraire entre le vivant et le non-vivant. Bon, ben là, finalement, c'est la même chose, sauf que le style a changé, il s'est complexifié, l'image s'est complexifiée, c'est sophistiqué avec l'outil numérique. Et on pourrait presque dire que là, c'est comme si je crée de toute pièce un personnage qui n'existe pas, puisque il n'y a pas un centimètre de peau qui reste, donc c'est comme si c'était un visage peint en quelque sorte. Et c'est comme si j'avais voulu créer une sorte de Frankenstein, une sorte de création de laboratoire. Et ces jeunes filles vont devenir comme des toiles vierges sur lesquelles je vais créer des personnages. Avec la peinture, avec la photographie. Donc elles ont des perruques, je choisis les vêtements. Là, les maquillages sont faits par une maquilleuse qui a ce style de maquillage, qui ose faire ce style de maquillage avec des pinceaux, ou pas même avec ses doigts. Et puis les fonds sont faits a posteriori. Les fonds sont faits a posteriori, sous Photoshop, comme un écho abstrait aux touches picturales de son visage. Donc pour moi, c'est comme des archétypes aussi, ces femmes, ces jeunes femmes. C'est comme si... Ce sont des héroïnes, voilà, si vous voulez. On est passé de typologie très définie, bodybuilder, transsexuel, sosie, femme noire, à une typologie beaucoup plus indéterminée, donc des jeunes filles, des mannequins d'agence, que je viens finalement modifier au gré d'un imaginaire, voilà, d'un imaginaire, enfin d'un souci aussi de déréalisation du sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles sont réelles ou pas réelles. C'est plus que on ne sait pas si elles sont vivantes ou pas vivantes, on ne sait pas si elles sont réelles ou pas réelles. Elles sont à la fois réelles et pas réelles, en fait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la série que j'ai appelée Modern Royals, là on est en 2020. Je fais poser la même jeune fille dans toute la série, que j'habille avec des robes voilà, friolantes, on va dire. Et bon, pour évoquer en fait un petit peu la starlette hollywoodienne dans la manière dont elle a de se montrer, d'avoir conscience d'être regardée, etc. Dans une relation, on pourrait dire, très narcissique avec le photographe. Et j'ai la sensation d'avoir été un petit peu comme si j'étais un métaphotographe qui photographiait une séance de prise de vue de mode, vous voyez ? C'est-à-dire que comme si je photographiais, comme si je voulais analyser ce qui se passait dans une séance de photographie de mode ou de starlet. Donc cette femme est entre deux états aussi. Elle est entre l'état
d'une femme réduit à un objet de séduction, voilà, un objet décoratif, on pourrait dire. Mais ce qui se passe autour d'elle, donc ce qui est véhiculé par le fond, bon là encore c'est difficile à voir en projection, mais c'est comme si vous voulez, tout autour d'elle est en train de s'écrouler. Voilà, il y a un effet de disparition dans cette série. Cette femme est là, elle ignore une catastrophe qui est en train de se réaliser autour d'elle, quoi. Les fonds sont réalisés avec des photographies de différentes natures. J'ai photographié des tissus d'ameublement qui montraient comme des touches de pinceau, d'où cet effet très de dégoulinure, de peinture sur les fonds. J'ai utilisé aussi des néons photographiés dans les vitrines de magasins, souvent plutôt à New York, parce qu'il y en a plus et ils sont plus intéressants. Donc tous ces néons sont comme des espèces de mots qui auraient perdu leur sens, en fait, comme des choses comme ça, pareil, des échos d'un lointain, d'un sens qui se serait perdu. Voilà, il y a beaucoup aussi d'autres images. Il y a des natures mortes de nourriture aussi qu'on aperçoit ici en premier plan. Il y a un citron, un poisson, une pomme, des gâteaux, enfin, voilà, toute une sorte de conglomérat d'images un peu vernaculaires et surtout cet effet de Narcisse. En fait, c'est un peu le mythe de Narcisse ici que j'ai photographié. Cette jeune fille qui cherche désespérément son image et qui va se perdre comme Narcisse dans cette quête de son propre reflet. Il y a même un effet, je trouve des fois, de montée des eaux, hein, comme si elle allait se noyer. Donc, comme vous le voyez, il y a une grande transformation du style et des outils que j'utilise, une complexification, parce que bon, pour réaliser une série, il me faut à peu près un an et demi, une série de 8 images. Et là, c'est comme si vous voulez, le cursus s'était déplacé. Avant, il fallait que je trouve les bons spécimens, donc les bons bodybuilders, les bons sosies, les visages les plus beaux, etc., les bons transsexuels. Et ça me prenait aussi beaucoup de temps. Mais la prise de vue, la prise de vue, c'était un 60e de seconde. Et après, je faisais un tirage et le temps était court. Et là, ça s'est déplacé, c'est-à-dire que le sujet en soi n'est pas tant difficile à trouver, puisque globalement, il s'agit de jeunes filles. Mais c'est tout le process et toute la mise en scène et la post-production qui est complexe à trouver, de manière à ce que le portrait prenne son sens. Et je pourrais dire presque, finalement, aujourd'hui, je travaille plus c'est plus un travail de collage, de feuilletage d'images, puisque c'est pas au ciseau, mais enfin, c'est là une version, on pourrait dire, moderne du collage en photographie, et d'appropriation d'images, plutôt que de photographie pure et dure, que de straight photographie, comme on le dit, puisque finalement, je photographie déjà des gens qui sont déjà des images, quoi. Les mannequins sont des images, leur boulot c'est d'être des images. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est de déconstruire cette image du mannequin, cette image, ce stéréotype en fait. Et la déconstruction, pour moi, va se faire justement par l'ajout d'autres images, par l'ajout d'un maquillage, par le travail du noir et blanc, qui va mettre en place quelque chose qui cloche dans l'image, quelque chose qui est paradoxal, et qui va justement déplacer le stéréotype hors de son acceptation. On pourrait, si vous voulez, comparer cette image-là à une photo de mode et voir quelle est la différence. Qu'est-ce qui les différencie? Ça serait intéressant. Je ne vais pas le faire, mais ça serait intéressant.
Bon voilà, en gros, je vais pas vous assommer d'auto-commentaires. Je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Valérie. Merci.